Millionnaire rencontre un jeune ouvrier sur un chantier. Le sosie de son fils perdu il y a 12 ans. Bernard Morel était arrivé sur ce chantier comme il arrivait sur tous les autres, en costume, chaussures cirées et expression fermée. Son entreprise de construction était responsable d'un nouveau projet dans une ville du Limousin, et il avait l'habitude d'apparaître sans prévenir. Il disait que c'était pour maintenir la qualité. Mais ceux qui le connaissaient savaient que c'était parce qu'il ne supportait pas de rester enfermé dans un bureau. Il était 6 heures du soir quand il gara la voiture devant le chantier. Le soleil était bas, donnant cette lumière dorée qui donne à tout l'air d'une vieille photographie. Il salua l'ingénieur responsable, prit le casque de visite qui se trouvait dans le conteneur et entra sur le chantier. Il fit ce qu'il faisait toujours. Il examina les colonnes, vérifia l'alignement des poutres, évalua l'avancement de ses propres yeux. Ce fut au détour d'un couloir de structure qu'il s'arrêta. Là, le dos tourné, un jeune homme martelait un coffrage en bois, gilet orange, casque jaune, épaules larges, posture droite malgré le travail pénible. Il avait une trentaine d'années, peut-être un peu plus. Et quand il se retourna en sentant la présence de quelqu'un derrière lui, Bernard porta la main à sa bouche sans s'en rendre compte. Le visage de ce jeune homme était celui du fils qu'il avait perdu 12 ans plus tôt. Ce n'était pas une simple ressemblance, c'était identique. Bernard resta immobile pendant quelques secondes qui semblèrent une heure. Le jeune homme le regarda sans comprendre sa réaction, tint le marteau à 2 mains et attendit. L'ingénieur qui accompagnait Bernard s'arrêta aussi, sans savoir ce qui se passait. « Ça va, monsieur ?» demanda l'ingénieur à voix basse. Bernard ne répondit pas immédiatement. Il continua de regarder le visage du jeune ouvrier, les yeux sombres, le menton légèrement carré, le sourcil droit avec une petite cicatrice presque imperceptible, exactement à l'endroit où Adrien avait reçu un point de suture à 8 ans après être tombé de vélo. Il respira profondément. « Ça va », dit-il d'une voix rauque. « Continuez. » Mais pendant qu'il poursuivait la visite, il ne pouvait pas s'empêcher de regarder en arrière. Son nom était Théo. Théo Dubois. Il avait 31 ans et travaillait dans la construction depuis ses 18 ans. Il était efficace, ponctuel, respecté parmi ses collègues. Le chef de chantier fit son éloge avant même que Bernard ne pose la question, disant que c'était le meilleur maçon de l'équipe, qu'il comprenait la structure mieux que beaucoup d'ingénieurs diplômés. Bernard écouta tout cela avec une attention que le chef de chantier ne comprit pas, mais il ne posa pas de questions. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel à Paris, Bernard ne dormit pas. Il resta allongé dans le noir, les yeux fixés au plafond. Les images revinrent d'une manière qu'il ne pouvait pas contrôler. Adrien, à 15 ans, assis à la table du dîner, Adrien demandant à s'entraîner avec l'équipe de football de Paris, Adrien avec cette expression d'enfant essayant de paraître adulte. Et puis l'image qu'il portait depuis 12 ans, la maison vide, la chambre trop bien rangée pour avoir été abandonnée, et un sac à dos qui avait disparu avec son fils. Adrien avait disparu à 16 ans. Et même si Bernard savait que le temps avait passé, que le garçon serait un homme maintenant, il n'avait jamais cessé d'imaginer son visage. Il n'avait jamais cessé de demander au miroir s'il pourrait reconnaître son fils, s'il le rencontrait un jour. Et maintenant? Maintenant, la question avait une réponse qu'il avait peur de croire. Bernard avait épousé Catherine quand ils avaient 25 ans tous les deux. Elle était directrice d'une école privée et il venait d'ouvrir son entreprise de construction. Les premières années furent bonnes, mais le travail finit par ronger le temps qu'ils avaient eu pour la famille. Bernard voyageait trop, était trop absent, et quand il rentrait à la maison, il y avait toujours quelque chose d'urgent à régler sur son téléphone. Adrien grandit en voyant son père traverser le salon sans jamais vraiment s'arrêter. Quand Adrien disparut, Catherine dit à Bernard qu'il devait se regarder lui-même avant de chercher son fils ailleurs. Il l'a pris comme une accusation. Ils se sont disputés violemment. Et 3 mois après la disparition, le mariage s'est terminé de la même manière que le garçon était parti. Sans tapage, sans bruit, avec un sac à dos métaphorique et un silence qu'aucun des deux n'a su combler. Bernard a construit le reste de sa vie autour du travail parce que c'était le seul endroit où il savait quoi faire. L'entreprise a grandi, l'argent est venu, mais à aucun moment il n'a cessé de chercher Adrien. Il a engagé des spécialistes de la recherche de personnes. Il a déposé des signalements de disparition. Il a envoyé des photos dans différentes régions. Rien.
comme si le garçon s'était volatilisé ce jour de septembre. Et maintenant, ce jeune homme au gilet orange martelait sur le chantier que Bernard lui-même avait fait démarrer. Le lendemain matin, il est retourné au chantier plus tôt que d'habitude. Il est arrivé avant que le soleil ne se mette vraiment à chauffer, quand la plupart des ouvriers prenaient encore leur café dans la baraque. Théo était là, en train d'affûter un outil dehors. Bernard s'est approché avec plus de précaution qu'il n'en mettait d'habitude dans quoi que ce soit. « Bonjour », a-t-il dit. Théo a levé la tête. « Bonjour, monsieur. Tu peux m'appeler Bernard. Je suis le patron de l'entreprise de construction. Je sais qui vous êtes. » Théo ne l'a pas dit avec brusquerie. Il l'a dit avec le naturel de quelqu'un qui dit simplement la vérité. « Le chef de chantier m'en a parlé hier. » Bernard est resté une seconde sans savoir par où commencer. C'était le genre de situation pour laquelle il n'existait pas de manuel. Lui, qui négociait des contrats de plusieurs millions sans trembler de la voix, était bloqué devant un jeune homme au gilet orange parce qu'il avait peur d'entendre une réponse. « Tu es d'ici » a-t-il finalement demandé. « Non, je suis d'une ville du Limousin, à environ 200 kilomètres d'ici. Je suis venu pour ce travail il y a 3 semaines. Toute ta famille est de là-bas ?» Théo a marqué une pause. Ce n'était pas une pause de quelqu'un qui réfléchit à sa réponse, c'était la pause de quelqu'un qui réalise que la question a du poids. « Ma famille adoptive, oui. » Bernard a senti son cœur battre différemment. « Adoptive ? J'ai été élevé par Monsieur Gérard et Madame Solange. Ils m'ont élevé depuis l'âge de 17 ans. Ils sont ma famille, je n'en ai pas d'autres. » Et avant 17 ans, la mâchoire de Théo s'est légèrement durcie. Pas de colère, mais de quelque chose qui devait être très pratiqué en lui, la façon de fermer poliment une porte. Avant 17 ans, c'est une histoire que je ne raconte pas à n'importe qui. Il a attrapé son outil et s'est levé. « Excusez-moi, monsieur, le travail m'attend. » Bernard est resté immobile à le regarder s'éloigner. Puis, il a fait la seule chose qu'il pouvait faire à ce moment-là. Il l'a laissé partir. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. Mais continuons. Ce soir-là, Bernard a appelé Catherine. Ils entretenaient des relations cordiales après le divorce. Aucun des deux ne s'était remarié. Ils se parlaient de temps en temps, surtout aux dates qui les avaient marqués tous les deux, l'anniversaire d'Adrien, Noël, ce mois de septembre de chaque année qu'ils vivaient différemment, mais ressentaient de la même manière. Catherine a décroché à la 2e sonnerie. Cela en disait déjà long. Elle ne décrochait jamais à la 2e sonnerie. « Bernard !» Sa voix était prudente. « Catherine, je dois te dire quelque chose. » Silence. « J'ai vu un jeune homme aujourd'hui sur un chantier. Bernard, il a 31 ans, les yeux sombres, le menton carré, et il a une cicatrice au sourcil droit. » Le silence à l'autre bout du fil est devenu lourd d'une manière différente. Bernard a entendu sa respiration changer. « Tu es en train de me dire que... Je ne sais pas. Il se peut que j'ai tellement envie de le retrouver que je vois ce qui n'existe pas. » Il s'est interrompu. « Mais Catherine, je n'ai jamais été du genre à voir ce qui n'existe pas. Tu le sais. » Elle est restée silencieuse un long moment. Quand elle a parlé, sa voix avait ce léger tremblement qu'il connaissait si bien. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore. Il n'est pas facile à aborder. Mais j'ai un chantier à mener. Donc j'ai du temps. »« Bernard, dit-elle, et la façon dont elle prononça son nom portait tout ce qu'ils avaient vécu ensemble, le bon et le douloureux. « Si c'est lui, ce sera très difficile. Tu comprends ça, hein? Ça ne sera pas simple. »« Je sais, dit-il. Ça n'a jamais été simple avec Adrien. Ça a duré 2 semaines. 2 semaines à voir Bernard apparaître sur le chantier plus souvent que n'importe quel projet ne l'aurait justifié. L'ingénieur pensait que c'était de la microgestion. Le chef de chantier pensait qu'il y avait un problème dans le contrat. Personne n'imaginait la vérité. Bernard y est allé doucement. Il a appris la manière de Théo, direct, sans détour, sans aimer les conversations qui ne mènent nulle part. Il y est allé lentement. Il a commencé par s'arrêter à ses côtés à l'heure du déjeuner, un commentaire sur le travail, une observation sur la structure qui laissait de la place à Théo pour donner son avis. Et Théo le donnait, parce que sur le travail, il parlait sans réserve. C'est un jeudi que la conversation a changé de ton. Bernard avait montré les plans d'une nouvelle étape du chantier et Théo avait fait une remarque que l'ingénieur lui-même avait laissé passer.
Bernard le regarda avec cette expression qu'il n'arrivait pas vraiment à cacher. « Tu as déjà pensé à faire des études d'ingénieur? Tu as le raisonnement pour ça. » Théo posa les plans sur la table improvisée du conteneur et haussa les épaules. « J'y ai pensé quand j'étais plus jeune. Ça ne s'est pas fait. » « Pourquoi ?» Théo resta silencieux un moment, et cette fois, la porte ne se referma pas si vite. « J'ai eu une période de ma vie où j'ai beaucoup perdu, » dit-il lentement. « Je suis resté des mois sans but, sans même savoir où dormir. Quand M. Gérard m'a trouvé, j'avais 17 ans et je ne savais même pas d'où je venais. Littéralement. Il m'a fallu environ 2 ans pour me souvenir de certaines choses. » Bernard resta absolument silencieux. « Tu ne te souvenais pas d'où tu étais ?» Je me souvenais de fragments, une maison, une femme qui devait être ma mère. Une fois, je me suis souvenu du nom d'un parc, mais je n'ai jamais cherché. Monsieur Gérard et Madame Solange étaient déjà ma famille. J'avais un travail, une vie. Chercher un passé qui m'avait laissé dans la rue, il secoua la tête. Ça ne semblait pas devoir m'apporter quoi que ce soit de bon. Il y eut un silence entre eux qui dura plus longtemps qu'un silence ne devrait durer dans une conversation ordinaire. Écoutez, j'ai besoin de reprendre mon souffle un instant ici. Parce que ce moment de Bernard écoutant ça, imaginez passer 12 ans à chercher quelqu'un, puis vous asseoir à côté de cette personne sans qu'elle sache qui vous êtes, et savoir que si vous faites un faux pas, vous allez tout perdre de nouveau. Ce n'est même pas facile à raconter. « Et si quelqu'un t'avait cherché pendant tout ce temps ?» demanda Bernard d'une voix qu'il contrôlait comme il pouvait. Théo le regarda une seconde de plus que la normale. « Quelqu'un m'a cherché ?» La question vint droite, sans détour. « Je ne sais pas si tu es celui que je pense que tu es, Théo. Mais si c'est le cas, j'ai besoin que tu saches que oui, quelqu'un t'a cherché. » Le silence qui s'installa ensuite avait une texture différente de tout ce qui s'était passé entre eux jusqu'alors. Théo resta immobile, le casque à la main, regardant le sol en terre battue du chantier. Quand il releva la tête, ses yeux avaient une expression que Bernard reconnut même après 12 ans, le mélange de peur et de besoin de savoir. « Qui penses-tu que je suis ?» demanda Théo. « Mon fils. » 2 mots, et ils changèrent l'air du chantier tout entier. Théo ne réagit ni par les larmes, ni par la colère. Il resta immobile. Il respira profondément, à 2 reprises. Puis, il dit « Tu vas devoir me le prouver. »« Je sais, » dit Bernard, « et je vais le prouver. » Ce qui suivit fut compliqué d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait anticiper. Bernard demanda qu'il fasse un test de paternité. Théo accepta, après 2 jours de silence, lors d'une brève conversation, où il dit qu'il avait besoin de réfléchir. Quand il revint pour en parler, il dit simplement « Je vais le faire, mais je ne veux pas créer d'attente. » Le résultat prit plus d'1 semaine. Une semaine où Bernard continua d'apparaître sur le chantier, mais où les 2 hommes avaient moins à se dire. Quelque chose avait changé. La possibilité d'une réponse avait rendu l'air plus difficile à respirer. Catherine demanda à aller jusqu'à Paris. Bernard dit qu'il était tôt. Elle n'aima pas ça, mais elle respecta. Le résultat arriva un mardi matin sur le téléphone de Bernard. 99,8%. Il resta assis dans la voiture devant l'hôtel pendant 40 minutes avant de pouvoir bouger. Il lut le chiffre environ 5 fois. Il envoya un message à Catherine. C'est lui. Elle appela en quelques secondes et à l'autre bout du fil, il n'entendit qu'elle pleurant en silence. Ces pleurs de quelqu'un qui a gardé beaucoup de choses pendant longtemps. Ensuite, il alla sur le chantier. Théo travaillait quand Bernard arriva. Le chef d'équipe l'appela et ils allèrent tous les 2 dans le conteneur. Bernard posa le résultat imprimé sur la table sans rien dire. Théo prit le papier. Il lut. Il relut. Il resta debout, le papier à la main, pendant un temps que Bernard ne sut pas mesurer. « Alors tu es mon père. » Ce n'était pas une question. « Oui. » Théo plia le papier avec soin, presque avec lenteur, et le mit dans la poche de son gilet. Puis il regarda Bernard avec ses yeux sombres, les mêmes que lorsqu'il avait 16 ans, et dit une chose à laquelle Bernard n'était pas préparé à entendre. « Pourquoi je suis parti ?» Bernard ouvrit la bouche et la referma. C'était la question à laquelle il avait répondu pour lui-même de 1000 façons différentes en 12 ans, et aucune réponse n'avait jamais été satisfaisante. « Je ne sais pas tout, » dit-il avec honnêteté.
Tu es parti un jour sans laisser de message. On s'était disputé, ta mère et moi, il y avait des tensions à la maison, mais je n'ai jamais su ce qui t'avait fait partir. Tu es parti à ma recherche? J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. J'ai déposé une plainte. J'ai engagé qui j'ai pu. Je me suis rendu personnellement à plusieurs endroits. Je l'ai fait pendant des années. Mais tu ne m'as pas trouvé? Je ne t'ai pas trouvé. Théo acquiesça lentement, comme s'il traitait cela à sa propre vitesse. Ma mère, elle est au courant. Elle sait déjà que je t'ai retrouvé. Elle veut venir te voir. Il croisa les bras. J'ai besoin de temps. Tu peux prendre tout le temps qu'il te faut. Et je ne vais pas laisser mon travail en plan. J'ai des engagements ici. Théo, dit Bernard d'une voix ferme mais douce, je ne suis pas venu ici pour te réclamer quoi que ce soit. Je suis venu te dire qui tu es. Ce que tu fais de cette information, c'est ton choix. Ce furent 4 jours difficiles. Théo travailla normalement, saluait Bernard avec politesse quand ils se croisaient, mais n'engageait pas la conversation. Bernard respecta cela. Il resta à Paris, s'occupa du chantier, attendit. Le jeudi soir, Théo frappa à la porte de la chambre d'hôtel. Bernard ouvrit la porte et resta silencieux. Théo n'avait pas son uniforme de travail pour la première fois. En jean et t-shirt blanc, avec cette allure de jeune homme qui a grandi en se débrouillant seul, une posture ferme même quand tout, à l'intérieur, doit être en morceaux. « Je peux entrer ?» « Bien sûr. » Ils s'assirent de chaque côté du lit parce que c'était le seul endroit où s'asseoir. Et Théo commença à parler. Il dit qu'il se souvenait d'une grosse dispute à la maison. Il se souvenait de la voix de son père au téléphone pendant que sa mère pleurait dans la cuisine. Il se souvenait d'avoir pensé que personne ne remarquerait s'il disparaissait pendant quelques jours. Il était allé chez un ami qui habitait dans une autre ville, mais l'ami avait déménagé, et Théo était arrivé dans un endroit où il ne connaissait personne, sans argent, sans savoir comment revenir, et avec l'orgueil de ses 16 ans qui l'empêchait de demander de l'aide. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui débutent, maintenant je continue. Après des semaines dans la rue, quelque chose s'était passé qu'il ne comprenait toujours pas bien. Un petit accident, un choc à la tête lors d'une chute, et les mois suivants étaient restés dans un brouillard dans sa mémoire. Quand M. Gérard l'avait trouvé, il était sur un banc de square dans une ville qu'il n'avait jamais vue de sa vie, sans papier, sans même être sûr de son propre nom. « Je me souvenais qu'on m'appelait Adrien, dit-il. Mais je pensais que c'était un rêve. Ça s'est fait pour Théo parce que Madame Solange avait un frère qui s'appelait comme ça, et elle disait que je lui ressemblais. » Bernard avait écouté tout ça sans l'interrompre une seule fois. Il avait le poing serré sur son genou, si fort que ses jointures blanchissaient, mais il resta silencieux. Parfois, écouter est la seule chose qu'on puisse faire de juste. « Je suis parti parce que je me sentais invisible, » dit Théo à la fin. « Pas parce que je ne vous aimais pas, parce que j'ai cru que vous ne remarqueriez pas que j'étais parti. » Cela resta suspendu dans l'air un long moment. « Moi, je l'ai remarqué, » dit Bernard. « Ta mère l'a remarqué. Et il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas su que j'étais aussi coupable de ce que tu as ressenti. » Théo le regarda. C'était la première fois de cette conversation qu'il le regardait droit dans les yeux. « Tu as changé ?» Une question honnête, sans artifice. « J'ai vieilli, » dit Bernard. « Et en vieillissant, on apprend ce qu'on a laissé derrière soi. Je ne peux pas te promettre que je suis parfait, mais je peux te promettre que tu n'auras plus jamais à être invisible pour moi. » Catherine arriva en ville 2 jours plus tard. Elle avait 61 ans et portait bien son âge sur le visage, non pas à cause du temps qui avait passé, mais à cause de la vie qu'elle avait vécue. Elle avait les cheveux courts, le regard vif, et quand elle aperçut Théo de loin à l'entrée du chantier, elle s'arrêta au milieu du parking et resta figée. Théo s'arrêta aussi. Ils restèrent à se regarder un long instant dans cette lumière de fin de journée, comme 2 étrangers qui portent le même souvenir sans encore savoir quoi en faire. Catherine s'approcha de lui. Théo ne recula pas. Elle arriva près de lui, observa son visage de près, comme pour confirmer ce qu'elle savait déjà, et dit « Tu as beaucoup grandi. »« Vous n'avez pas beaucoup changé, » répondit-il. Elle rit. C'était un rire qui contenait des larmes, de cette espèce qui ne sort que lorsqu'on a gardé trop de choses pendant trop longtemps. Puis elle posa la main sur le visage de son fils,
avec tant de délicatesse, qu'on aurait dit qu'elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau si elle était trop brusque. Théo ferma les yeux une seconde, juste une seconde. Mais cela suffit. Je dois être honnête. Quand je suis arrivé à ce passage de l'histoire pour la première fois, je suis resté un moment à le regarder sans pouvoir continuer. Certaines choses touchent un endroit dont on ne soupçonne même pas l'existence. Une mère qui attend 12 ans pour poser la main sur le visage de son fils. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il m'a fallu une seconde. Les semaines qui suivirent furent difficiles, mais d'une autre manière. Théo termina son travail sur le chantier parce qu'il était un homme de parole et qu'il avait fait une promesse à cette équipe. Bernard respecta cela. Catherine retourna dans sa ville, mais elle appelait tous les jours. Ce n'étaient pas de longues conversations. C'étaient des conversations entre gens qui apprennent à parler avec quelqu'un qui est parti jeune et revenu adulte. Monsieur Gérard et Madame Solange apprirent l'histoire. Théo alla leur raconter en personne, parce que c'était sa façon de faire. Il ne faisait pas passer de messages, il allait de front. Monsieur Gérard, qui avait 72 ans et une santé fragile, écouta l'histoire sans ciller. Et quand Théo eut terminé, il dit « Tu as une famille de sang et une famille de cœur. L'une n'annule pas l'autre. Tu m'as compris ?» Théo répondit que oui. Et il dit qu'il savait que c'était vrai, parce que seule une vraie famille de cœur pouvait élever un homme qui comprenait cela. Monsieur Gérard passa toute la semaine plus silencieux que d'habitude. Madame Solange, qui comprenait son mari mieux qu'il ne se comprenait lui-même, s'assit à côté de lui un soir et dit « Tu as eu peur de le perdre. »« Oui, admit-il, mais tu ne l'as pas perdu. Tu as élevé un fils qui a le cœur assez grand pour 2 pères. » Et c'était ça. Bernard rencontra Monsieur Gérard et Madame Solange 2 mois plus tard, lors d'une visite que Théo avait organisée avec plus de soin que n'importe quel chantier qu'il avait mené. Ils firent un déjeuner chez eux, dans une ville du Limousin avec des rues pavées et un jardin avec un citronnier. Bernard chegou de terno, o que causou um constrangimento pequeno que durou exatamente o tempo que a Madame Solange levou para botar uma tigela de salada na frente dele e dizer «Come primeiro, apresentação depois». Foi o melhor almoço que Bernard tinha feito em anos. O Monsieur Gérard apertou a mão de Bernard antes de ele ir embora e disse que era homem de poucas palavras, mas que ia dizer uma coisa. Théo é um bom filho. Se você perdeu ele quando era menino, agora você vai ter que merecer o homem. Bernard disse que sabia disso. Disse que estava disposto. Foram meses de reconstrução. Não era aquela reconstrução de filme, onde num fim de semana todo mundo chora, se abraça e fica bem. Era a reconstrução de verdade, a vagarosa, a que tem tropeços. Teve uma discussão grande quando Théo soube que Bernard tinha parado as buscas 6 anos depois do desaparecimento. Théo achou aquilo uma traição. Bernard tentou explicar que as pesquisas continuaram de outra forma, de um jeito diferente, mas que sim, num determinado momento, ele tinha entendido que precisava continuar vivendo. Théo foi embora com raiva daquela conversa. Ficou 3 semanas sem ligar. Bernard não ligou também. Deixou o filho respirar. Quando Théo voltou a ligar, a primeira coisa que ele disse foi: Eu entendo, mas demorei. Tá bom assim, Bernard disse. Catherine e Théo levaram mais tempo para encontrar o ritmo. Ela tinha uma culpa que ela não sabia nomear. Aquele tipo de culpa que não é de nada específico, mas de uma porção de escolhas pequenas que somadas criaram um ambiente que um menino de 16 anos não soube como enfrentar. Ela foi sincera com Théo sobre isso, numa conversa que os dois tiveram sozinhos, sem Bernard, numa tarde comum. Théo ouviu, e depois disse: A senhora não precisa me pedir desculpa por ser humana, só precisa ser minha mãe do ponto onde a gente está agora. Catherine disse que ia tentar. Não precisa tentar, ele disse, você já é. No fim de um ano, as coisas não estavam perfeitas. Théo morava na Ville du Limousin, com o Monsieur Gérard e a Madame Solange, mas visitava os pais biológicos com uma regularidade que foi crescendo devagar, como planta que cresce em solo novo, sem pressa, mas sem parar. Bernard aprendeu a ligar antes de aparecer. Catherine aprendeu que o filho dela tinha se tornado um homem que não precisava ser salvo, só amado. E Théo aprendeu que o passado que ele tinha evitado por tanto tempo não era um poço sem fundo.
Era só uma história que não tinha chegado ao fim ainda. Teve uma tarde em que os três estavam juntos numa mesa de restaurante, numa cidade a meio caminho entre os lugares onde cada um vivia. E aconteceu uma coisa pequena que Bernard ia contar para qualquer um que quisesse ouvir pelo resto da vida. Theo estava olhando o cardápio e fez uma piada boba sobre o preço de um prato. E Catherine riu com aquele riso dela que o Bernard não ouvia faz não sabia quanto tempo. E Theo olhou para ela com um sorriso de canto de boca, que era o mesmo sorriso que ele tinha aos 10 anos. Naquele momento, Bernard colocou a mão sobre a boca, igual ao dia em que tinha visto o filho pela primeira vez no canteiro de obras. Mas dessa vez, não era de choque. Era para segurar uma emoção grande demais para caber em silêncio. Fim da história. Às vezes, a vida faz uma coisa que a gente não esperava. Ela encontra o caminho de volta. Não do jeito que a gente planejou. Não no tempo que a gente queria, mas ela encontra. A história de Bernard e Theo me lembrou que as pessoas que a gente perde, mesmo quando parecem ter ido para sempre, às vezes estão só esperando a gente ficar pronto para recebê-las de volta de um jeito diferente. Conta pra gente o que você achou dessa história. Você acha que Theo fez certo em abrir aquela porta? E se você fosse ele, teria chegado mais rápido ou mais devagar? Deixa nos comentários, a gente lê tudo. Um abraço enorme, muito obrigado por ter ficado até o final e não esquece do like e de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.